Bonjour tout le monde, bienvenue à TVC l'été extra. Cette semaine à l'émission, j'ai eu la chance de rencontrer Langis Dubé, un ex-plongeur qui a fait 369 fois la plongée de l'Empress of Ireland et qui en a écrit un ouvrage littéraire. Pour vous, en exclusivité web, voici la version intégrale de cette entrevue. Le 29 mai 1914, vers 2 heures du matin, le charbonnier norvégien, le Storstad, percute l'Empress of Ireland, ce qui le transperce. En seulement 14 minutes, l'Empress of Ireland coule entièrement dans le fleuve Saint-Laurent, dans les environs de Pointe-au-Père, à Rimouski. Plus de 50 ans plus tard, l'épave fut retrouvée dans les années 1960. Je suis présentement avec Langis Dubé, qui a sorti dernièrement le livre Mes 369 plongées de l'Empress of Ireland. Un ex-plongeur qui a en effet fait 369 fois la plongée de l'Empress of Ireland. Bonjour Langis, comment vas-tu? Bonjour Christophe, ça va bien? Tant mieux, Ça fait tant mieux. plaisir de te voir. J'aimerais que tu, en partant, que tu me dises comment, un peu ton métier de plongeur, ça a été quoi ton parcours de plongeur au fil du temps? OK. Ben, j'ai commencé à faire de la plongée en 1979. J'ai suivi mon cours à Rimouski. Puis là, je me suis intéressé tout de suite à l'épave de l'Empress of Ireland. J'en avais entendu parler un peu, puis là, ça devenait de plus en plus intéressant pour moi. Fait que là, j'ai commencé à faire de la plongée sportive un peu autour des quais pour me familiariser avec ce nouveau domaine-là. Puis quand je me suis senti prêt, ben là, on s'est équipés, quelques compagnons ensemble. On a acheté une vieille chaloupe, on a loué un moteur, puis on est allé sur l'Empress of Ireland. Puis on a touché à ça pour la première fois. Quand tu as vu l'Empress of Ireland pour la première fois, ça a été quoi ton sentiment? Comment tu t'es senti? Ben c'est ça, c'est comme si j'avais conquis un sommet, comme de toucher cette épave-là, qui est une épave semblable à celle du Titanic. Puis c'était des navires de cette dimension-là, autrement dit, puis ils faisaient la même job que le Titanic aussi. Le travail que ces bateaux-là faisaient, c'est qu'ils emmenaient des immigrants de l'Europe, ils les emmenaient ici au Canada. OK. C'était ça leur travail. Puis c'était des gros paquebots de croisière. Là. C'était pas des navires communs. Là. C'était vraiment là, des très beaux bateaux. Là, Et, Puis pour faire de la plongée sous-marine, est-ce que tu as dû sûrement avoir recours à des formations ou... oui, bien c'est sûr, j'ai suivi un cours de plongée pour la première fois. Un cours de plongeur sportif. Mais puis moi, mon métier, c'était soudeur fabricant. Je travaillais pour une usine qui s'appelait Sommetal Atlantique à Rimouski. Puis à un moment donné, l'usine a fermé. Fait que là, quand j'ai voulu me recycler dans un nouveau travail, mais comme je commençais à avoir une certaine expérience en plongée, ben j'ai dit, tiens, je vais aller, je vais m'essayer en plongée sous-marine. Fait que de travailler dans ce domaine-là. J'ai commencé à travailler tranquillement. Par la suite, j'ai suivi un cours de plongeur commercial, de scaphandrier. En 1987, j'ai suivi un cours de scaphandrier. Puis après ça, j'ai continué de gagner ma vie comme ça. Là. OK. Travailler sous l'eau comme travailleur sous-marin, si tu veux. Là. Ouais. Et ton livre relate justement, on l'a mentionné un peu, tes 369 plongées sur l'Empress of Ireland. Comment t'es venue l'idée d'écrire ce livre-là et de résumer ton expérience dans les 10 années que tu as fait la plongée? Ben, comment c'est venu? C'est que ben, là, j'ai arrêté de plonger à un moment donné vers 2013. OK. J'ai pris ma retraite dans ce coin-là. Là. Puis là, avec les années, ben là, comme je vieillis, j'ai dit il faudrait bien que je laisserais une trace de ce que j'ai vécu parce que c'est assez exceptionnel de pouvoir toucher à cette épave-là. C'est un peu comme le Titanic, mais excepté que cette épave-là, tu peux y toucher avec tes mains, là, tu peux la palper. Parce que le Titanic, c'est quoi? La corrosion fait en sorte qu'on peut plus... Ben, le Titanic est trop profond. Il faut absolument que tu y ailles avec une machine, comme un sous-marin. Oui. Fait que tu peux l'observer au travers d'un hublot, mais tu ne peux pas y toucher. Là. La pression est vraiment trop forte là, pour un plongeur descendre à ces profondeurs-là. Là. Fait que c'est ça.
C'est l'avantage qu'il y a avec l'Empress Fireland, c'est qu'il n'est pas tellement profond. Il est à peu près 140-150 pieds de profondeur, à 4000 au large de Sainte-Luce-sur-Mer. Donc, il est accessible à des petits plongeurs sportifs comme nous autres. Fait que là, on peut descendre sur cette épave-là, puis on peut y toucher. Okay. Fait que, on peut dire que ce qui te tenait à cœur dans ce projet de livre-là, c'était de justement relater ces souvenirs-là pour laisser ta marque dans l'histoire de l'Empress, en fait. Oui, c'est ça. C'est laisser une trace de ce que j'ai vécu parce que je trouvais que c'était vraiment exceptionnel. Je me trouvais vraiment privilégié. Moi, je plongeais, puis j'étais sous l'eau, puis je touchais l'Empress. Puis je me disais, Colin, que je suis chanceux de pouvoir voir ces choses-là. L'environnement, puis tout, les poissons, toute la flore, puis la flore, puis la faune qui sont sur l'épave. Puis cette épave-là aussi, c'est vraiment c'est une terrible tragédie qui est survenue. C'est incroyable. Il y a même eu plus de passagers de décédés dans l'Empress of Ireland que sur le Titanic. Parce que sur le Titanic, les passagers ils ont eu le temps d'évacuer. Mais tandis que sur l'Empress of Ireland, il a coulé comme une roche. Ça fait que les passagers, là, la plupart étaient pris dans le bateau, là, dans le fond du bateau, puis ils n'ont pas eu le temps d'évacuer, ça a coulé trop vite. Fait que c'est une terrible tragédie. Puis en plus, c'est une tragédie qui est complètement oubliée, c'était méconnu. Fait que là, nous autres, les petits plongeurs, notre idée, c'était de faire rejaillir cette histoire-là. Et c'est un peu ça que tu fais en faisant la plongée et aussi c'est ça, comme en écrivant ce livre-là, puis en parlant, ben là, l'épave sort doucement de l'oubli. C'est toute une tragédie, c'est arrivé chez nous. Personne n'est au courant. C'est-tu des choses que tu ressens quand tu vas visiter l'Empress? C'est la lourdeur de la tragédie qui a eu lieu? Ah oui, à chaque fois que tu vas là, ben moi, je me documentais. Comme l'hiver, quand je plongeais pas, je lisais des livres, mais la plupart sont en anglais. Puis moi, je suis pas un anglais, ça fait que j'ai de la difficulté à lire l'anglais, mais de plus en plus, là, je commence à comprendre. Là. Mais je me remémorais, quand je plongeais dans l'été, je me remémorais mes lectures. Puis là, je m'imaginais les passagers qui dansaient sur le pont de l'Empress, des choses semblables. Ou quand tu trouves un objet, un chapeau par exemple, ou un soulier, ça appartenait à un membre, à un passager de l'Empress, qui a vécu vraiment une terrible tragédie. Là, fait que, on essaye de faire sortir cette épave-là de l'oubli, puis faire connaître ça à la population générale, si tu veux. Là. Ouais. Puis dans ton livre, moi, quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'on en apprend énormément sur le métier de plongeur, parce que tu fais pas juste parler des plongées que tu as faites sur l'Empress, mais tu mets beaucoup d'informations sur le métier de plongeur, puis plein de termes aussi techniques que tu décortiques, que tu expliques. Est-ce qu'à la base, tu voulais aussi rajouter de l'information ou c'est comme venu d'instinct? Oui, je te dirais plus c'est d'instinct. Quand j'ai écrit ce livre-là, je parlais de l'Empress Fireland, mais c'est tous des sujets différents, mais qui se rapportent quand même, qui ont un rapport avec le naufrage. Oui, c'est par exemple, je me rappelle dans le livre que tu expliques à quelle distance on peut voir l'Empress en fonction du courant, puis tout, il y a comme plein de termes puis plein de calculs qui peuvent se faire pour essayer de déceler ça. C'est ça, la visibilité, parce que la visibilité sur l'Empress, c'est vraiment, là, c'est très, très changeant, on va dire. À chaque fois que tu plongeais sur l'Empress Fireland, tu ne pouvais pas prévoir d'avance quelle visibilité que tu aurais. Les courants, c'est la même chose. Des fois, tu plonges, c'est comme un lac. C'est tranquille, c'est beau, il y a une bonne visibilité. D'autres fois, c'est le contraire. Il y a du courant, visibilité pratiquement nulle. Tu découvres l'Empress quand tu le frappes avec ton masque. Ah, je suis rendu sur l'épave. C'est noir, il y a aussi, quand tu te promènes, quand tu rentres dans l'Empress un peu, il y a beaucoup de sédiments, là, de sédimentation, avec une petite vase fine, comme de l'eau. Puis aussitôt que tu touches à ça, là, le moindrement, ça se soulève. Fait que là, tu perds toute visibilité, des choses de même. Là. Puis, dans le livre aussi, il y a beaucoup d'illustrations, il y a beaucoup de photos d'archives pour justement illustrer tes propos. Ça a été quoi comme sélection? Parce que j'estime qu'il doit y en avoir encore plus de photos d'archives que de ce qu'on retrouve dans le livre. Absolument. Moi, j'ai fait affaire avec... j'avais un agent dans le coin de Montréal, Saint-Hyacinthe, dans ce coin-là.
Puis lui, il s'est occupé de trouver un éditeur. Puis là, lui, cet agent-là, il est collectionneur de l'Impress Farland. C'est un plongeur aussi. Ça fait qu'il y a 35 plongées sur l'Impress. Ça fait qu'il y avait des photos inédites, donc des photos dont il possédait les droits. Fait qu'il a fourni ça à l'éditeur. C'est pas moi qui a choisi les photos, vraiment. Là, c'est l'éditeur qui a choisi. Parmi le grand nombre de photos qu'il y avait, c'est lui qui a choisi les photos pour mettre dans le livre. OK. On va partir un peu du livre, on va aller un peu du côté de la plongée. OK. Comme plongeur, y a-tu des moments où tu t'es dit, ça y est, là, je remonte pas à la surface? Parce qu'on sait que c'est un métier quand même assez compliqué, c'est très sportif. Y a-tu des moments où tu as fait comme, ouais, non, là, c'était ma dernière? Ben oui. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, l'Impress Farland, pas tellement profond, 140, 150 pieds. Mais il y a des courants, il y a la visibilité qu'on perd complètement parfois, il y a des risques d'accrochage, il y a des fils électriques qui pendent partout là-dedans, des filets de pêche. Puis si tu rentres à l'intérieur, bien, comme je te dis, la visibilité, on la perd avec nos pales, ou même en expirant notre air, les ballons, les bulles d'air vont toucher le plafond, puis ils décollent ta petite vase-là, ça veut dire que tu ne vois plus rien. Ta lampe de plongée te sert à absolument rien par moment. Fait que oui, c'est dangereux de plonger là. Bien, c'est dangereux. Il faut vraiment que tu fasses attention. Mais il y a quand même des dangers parce qu'il y a 5 plongeurs qui ont perdu la vie en explorant l'épave de l'Impress Farland. OK, quand même. Oui, c'est une épave à faire attention. Là. Puis en plus, il y a beaucoup de... Tu es à 4000 au large, les conditions sont très changeantes. Tu as de la vague, tu as du courant, tu peux avoir une belle mer bien calme comme de l'huile avec du soleil, tu peux avoir des vagues, de la brume, toutes sortes de conditions. Puis quand tu plonges, il peut y avoir un fort courant dans une direction, puis plus tu descends en profondeur, il y a un autre courant qui s'en va dans une autre direction. Les courants glissent les uns sur les autres comme ça. Tu sais. Puis ce qu'on faisait aussi quand on arrive sur l'épave, d'habitude, on se met à l'abri du courant. Okay. En se servant de l'épave. OK, ben oui. T'sais, on s'en va de l'autre côté de l'épave, du côté des ponts, puis tiens, on est à l'abri du courant. Ou on entre à l'intérieur, on est à l'abri. Mais c'est pas recommandé de rentrer à l'intérieur parce que la structure du bateau commence à être affaiblie. Puis comme je te dis, avec la visibilité au structurante, tu perds toute visibilité. Ça fait que ça peut être très dangereux. Ouais. Ouais. Mais tu l'expliques dans ton livre, il y a quand même des techniques qui existent contre ces intempéries-là. Tu parlais par exemple de te mettre d'un côté de la coque. Dans le livre aussi, tu mentionnes d'avoir un bon couteau pour justement là, les trucs de pêcheurs. Donc il y a quand même des techniques qui existent. Oui, il y a de la technique. Comme pour pénétrer dans l'épave, la meilleure chose, c'est que tu t'attaches une corde à l'entrée bien solide. Okay. Puis là, à mesure que tu pénètres dans l'épave, tu l'attaches par endroits. Il ne faut pas que tu partes d'un bout à l'autre avec la corde parce que tu risques de t'emmêler dedans ou même des fois, si tu veux revenir, comment je te dirais bien ça, il peut y avoir, mettons, un exemple, il peut y avoir un morceau de fer qui est amanché comme ça. Là, toi, tu rentres par là, fait que ta corde te suit, tu l'attaches à l'entrée. Okay. La corde te suit, elle passe ici, puis là, tu t'en vas là-bas, puis tu descends un petit peu. À un moment donné, tu décides de virer à gauche là-bas. Mais là, la corde qui s'en allait par là, elle fait ça, elle glisse, elle tombe là. Fait que là, quand tu veux revenir, si tu suis ta corde, tu vas te ramasser ici, au lieu de te ramasser ici. Okay. Fait que là, tu es perdu, là. Tu es complètement écarté dans l'épave, tu peux rester là. Ça fait que ça fait bien attention. J'attache la corde au départ. Aussitôt que je rencontre un obstacle ou que je change de direction, je l'attache à nouveau. Je continue, je l'attache à un autre endroit. Fait que quand je veux revenir, ben là, je suis tous ces points d'attache-là, puis là, je retrouve la sortie comme ça. Tu comprends? Sur une note plus positive, c'est quoi, selon toi, qui est le plus beau dans ce métier-là, de plongeur sous-marin? Ah, c'est... Ben, le plongeur, c'est un autre monde. Aussitôt que tu rentres sous l'eau, premièrement, tu es en état d'apesanteur. Tu es comme un oiseau dans l'air. Okay. Un humain dans l'eau, c'est comme un oiseau dans l'air. Tu voles. Tu voles dans l'eau. Tu nages, puis là, il peut y avoir comme un précipice en avant de toi, mais tu passes par-dessus. Ou tu vas aller visiter comme un coin au plafond. Juste une simple inspiration, un petit coup de palme, tu es parti en montant par là. Tu voles dans l'eau. Tu es vraiment en état d'apesanteur. Puis la visibilité, ben, dans l'eau, tu vois à peu près 4/3 de ce qu'on voit sur la Terre. Okay. Tu vois un petit peu plus grand que la vision terrestre.
Ah, c'est dû à quoi, ça? Ben, c'est dû à l'air qu'il y a entre les yeux et la vitre du masque. Ça fait un effet comme un peu de loupe. Ah, OK. Ouais, ouais. Tu vois plus grand. Tu vois plus grand, un petit peu plus grand. Les 4 tiers, comme si on était sous là, à cette distance-ci, là, moi, je te verrais un petit peu plus gros que t'es là. Un petit peu plus grand. Ouais. Puis c'est le fun. Si tu travailles, là, puis tu es entouré de poissons. Tu sais, de toutes sortes d'espèces. Puis quand tu allumes ta lampe, là, les couleurs, il y a des couleurs magnifiques de sous l'eau. C'est incroyable. Là. Ça regorge de vie. Il y a beaucoup de vie sur la Terre. Que tu rentres en forêt, il y a des oiseaux, il y a toutes sortes de formes de vie, mais sous l'eau, c'est la même chose. Puis il y a des poissons, puis les poissons aussi sont intrigués par tes bulles. OK. Ah oui, t'es comme... pour eux autres, les poissons, t'es comme un extraterrestre sous-marin. Ça fait que si tu y vas doucement, tu peux les approcher. Il y en a même que tu peux caresser, ils vont se laisser caresser. Il y en a d'autres qui sont nerveux et ils n'iront pas plus loin que la longueur de tes bras. Ils savent la longueur de tes bras, ils voient ça, ils ne s'approcheront pas plus que ça. Il y en a d'autres qui sont très peureux là, parce qu'ils ne prennent pas de chance. Là, Donc c'est vraiment découvrir un nouveau monde, en fait. Exactement. Sous l'eau, là, c'est vraiment un nouveau monde qui regorge de vie, qui est magnifique à regarder. Puis sur l'Empress of Ireland, dans mon temps, moi, quand je plongeais dans les années... J'ai plongé de 1980 à 1993. Puis dans ce temps-là, c'était légal de remonter des objets. Ouais. Aujourd'hui, tu n'as plus le droit de faire ça. Aujourd'hui, c'est interdit. C'est considéré comme du pillage, je pense. Oui, ils ont sorti une loi pour protéger l'épave. Parce que là, les plongeurs sportifs commençaient vraiment trop à s'intéresser à cette épave-là. Puis là, ça parlait même de faire du dynamitage pour avoir accès à l'intérieur de l'épave, au cargo. Fait que là, il aurait tout brisé. Fait que là, il y a eu des demandes, puis le gouvernement a intervenu. Puis ils ont passé un édit en 1999, je pense, que tu n'as plus le droit de rien remonter. Tu as le droit de prendre des photos, tu as le droit d'aller te promener là, d'observer, mais tu n'as plus le droit de rien sortir. Puis d'ailleurs, c'est plus vraiment important parce que là, il y a tellement d'objets qui ont été récupérés, comme là, regarde ici, j'en ai partout. Là. Puis j'en ai donné à des musées, j'en ai échangé avec des collectionneurs. Mais ces objets-là parlent par eux-mêmes. Fait que c'est ça, c'est des objets, c'est des plongeurs comme moi qui ont remonté des objets et qui ont remis ça à des musées de la mer, qui fait qu'aujourd'hui, justement, il y a des musées qui peuvent raconter l'histoire de cette tragédie-là qui a été oubliée complètement. Dans le musée de l'Empress of Ireland à Pointe-au-Père. C'est ça. Ce musée-là, là, il est sur pied grâce à des petits plongeurs comme moi, on a sorti des pièces, on leur a donné ça, on leur a prêté ça. Fait que là, ça raconte l'histoire de cette tragédie-là au monde en général. Parlant des pièces et des objets que vous remontez, tu sais, je vois par exemple le hublot juste là, ça doit quand même peser. Comment vous faites pour remonter ces objets-là? Déjà que la plongée, c'est sportif. Oui, bien au tout début, quand on en trouvait un, on l'attachait avec une corde, tout simplement. Okay. Puis on le remontait. Même, on a déjà remonté nous-mêmes. C'est tout un job. Mais plus qu'on plonge, plus qu'on développe des petits trucs. Puis en dernier, moi, je prenais des tripes qu'ils appellent des tripes de tailleur, là, comment est-ce qu'il y a du réveil ça en français? Des tripes de tailleur. En tout cas, une tripe de char, une tripe de tailleur. Puis là, j'enlevais toute l'air dedans, puis j'avais au préalable attaché une corde assez lousse autour, avec un crochet au bout. Fait que là, j'enroulais tout ça autour, puis je mettais ça dans mon sac. J'en avais tout le temps 3 ou 4 dans mon sac. Fait que quand je découvrais un objet, je sortais ça de mon sac, j'attachais l'objet avec le crochet, puis je sortais mon inflateur, j'avais connecté après mes régulateurs, connecté après ma bouteille d'air. Puis là, je mettais de l'air dans la tripe de char. Fait que là, la pièce, elle devenait légère. Fait que là, je partais avec la pièce, puis je m'en allais où la bouée, parce que la corde de la bouée qui est attachée sur l'épave de l'Empress of Ireland, qui s'en va jusqu'à la chaloupe en haut. Fait que je faisais une loupe autour de cette corde-là, puis là, je finissais d'injecter de l'air dans la tripe. Puis là, la pièce, elle montait tout ça. Bye-bye! Quand je sortais ma plongée, la pièce, elle m'attendait. Elle était là, elle flottait. Elle était juste à côté du bateau. C'est bien pensé. C'est comme ça qu'on travaillait. Là. Puis
c'est une excellente méthode. Avec ça, c'était la meilleure des méthodes. Ça sortait. On n'avait pas de difficulté à remonter des objets. Puis là tu as pris ta retraite de la plongée, tu viens de sortir ton livre. Oui. C'est quoi la suite? T'as-tu d'autres projets? C'est quoi tes plans? Ben là, je viens de m'apercevoir que ce livre-là, il est très bon. Jusqu'à date, la critique est très bonne. Il est excellent, je l'approuve. Oui, merci. Mais il y a des petites erreurs que j'ai commis moi-même, puis qui se sont glissées dedans par rapport à l'édition et tout. Puis éventuellement, je vais peut-être en faire une autre édition, les faire corriger ces erreurs-là. Puis j'ai eu beaucoup de demandes aussi de le faire traduire en anglais. Ben oui, mais c'est pas... Oui, parce qu'il y a beaucoup de plongeurs américains qui s'intéressent à l'Empress. C'est ça. Puis là, ils me demandent, peux-tu faire traduire ça en anglais? Ben, on y pense fortement de le faire traduire en anglais. C'est une très bonne idée. Parce que je vais vous dire, franchement, là, j'ai resté surpris. C'est mon premier livre. Puis je suis vraiment surpris de l'intérêt que ce livre-là suscite parmi les gens en général. C'est incroyable. C'est un métier qui, malheureusement, on ne connaît pas beaucoup. Donc là, il y a quelqu'un qui parle de ça, et en plus avec l'Empress of Ireland, qui est un... Tu sais, historiquement, c'est gros, là. C'est ça. Comme le Mixer Titanic. les deux ensemble, c'est ça. On est curieux. Ouais, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. La plongée, plus l'épave de l'Empress of Ireland, qui est semblable à celle du Titanic, ou l'Andrea Doria, le Lusitania, des épaves célèbres dans le monde, là. Mais l'Empress of Ireland est vraiment spéciale parce que parmi toutes ces épaves-là, je dirais que c'est la seule qui est vraiment là, qui a tombé dans l'oubli complètement. Là. Parce que tout de suite après le naufrage, ben là, ça parlait beaucoup d'elle à la grandeur du monde. C'était une nouvelle mondiale. Okay. Mais il est arrivé la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole. Il y a eu plein de trucs dans l'histoire. C'est ça. Fait que là, complètement oublié, mais 50 ans plus tard, il y a des plongeurs dans le coin de Gatineau qui ont redécouvert l'épave. Puis depuis ce temps-là, elle est visitée de plus en plus. Puis là, avec le musée, les livres, les documentaires, tout ça, ben, ça fait en sorte que maintenant, on a de la documentation, justement. Exactement. Oui, parce que tu mentionnes un point qui m'intéresse beaucoup. Quand tu parles de documentation, moi, à l'époque, quand j'ai commencé à plonger sur l'Empress of Ireland en 1980, j'avais rien. J'avais une photo de l'Empress qu'on voyait de côté, là, de côté. C'est tout ce que j'avais comme documentation pour aller plonger sur l'Empress. Mais aujourd'hui, là, tu vois sur Internet, là, il y a des vidéos, il y a de toutes sortes de choses. Il y a des maquettes qui existent partout. Il y a toutes sortes de documentation, des livres. Ça se fait très facilement. C'est ça. Aujourd'hui, là, si ça serait, mettons, si j'avais eu cette documentation dans le temps, là, j'aurais beaucoup plus su où chercher, ou quoi chercher, puis comment m'y prendre. Parce qu'au début, je m'en allais là, à peu près. J'avais aucune idée. Mais ça prend des gens qui commencent par y aller à peu près pour ensuite de ça que d'autres personnes. C'est ça. Ça prend des premiers. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, les plongeurs sont beaucoup mieux équipés, là, documentés pour aller, quand ils vont plonger sur l'épave. Mais ça reste que les dangers sont toujours là pareil. Peu importe la technologie. La technologie, elle a beaucoup évolué. Les équipements de plongée ils ont évolué, si on va dire. Mais ça reste que c'est dangereux pareil. Si tu rentres à l'intérieur, la structure est affaiblie. Les courants sont toujours là. La mauvaise visibilité. Ça ne changera jamais, ça. Non, c'est ça. Ça va toujours rester là, ça. C'est ça. C'est pour ça qu'il faut être très prudent quand on va sur l'Empress of Ireland. Des fois, c'est des plongées très faciles, comme je te mentionnais tantôt. C'est comme un lac. Ouais. J'ai déjà vu en 369 plongées, moi j'ai vu à peu près 3 fois 50 pieds de visibilité. Quand même. Fait que là, tu vois 50 pieds par là, Quand tu parles... 50 pieds par l'autre bord, ça fait 100 pieds. Là. Ouais. C'est vraiment intéressant parce que là, tu vois toutes les rangées de hublots, tu vois la quille anti-roulis, tu vois le rond de la poupe ou la forme de la proue à l'avant. Ça, c'est vraiment des magnifiques plongées. Mais la plupart du temps, là, j'ai vu 30-35 pieds, c'est excellent ça aussi, mais la plupart du temps, c'est 15 à 20 pieds de visibilité. Là. Ça, c'est bon aussi. Là. Ça se fait, mais c'est pas l'idéal. Mais le plus souvent que j'ai vu, c'est 8 à 10 pieds de visibilité. Okay. Ça, c'est la normale. Tu vois à peu près 8 à 10 pieds de toi, pas plus. Okay. Puis bien souvent, là, c'est 0 visibilité. Tu rencontres l'épave quand tu te frappes le nez dedans.
Ah oui, puis là, ben, tu sais, il faut que tu y penses quand même. Là, c'est noir, il y a du courant, tu vois rien. Là, puis là, whoop, tu viens de découvrir l'épave, tu es rendu à 140 pieds de profondeur ou 120 pieds de profondeur. Là, puis là, tu vois à peu près rien qu'un pied. Là. Tu sais, c'est pas. Faut que tu fasses attention parce que quand tu t'en vas sur l'épave, il faut que tu reviennes toujours au même point. Tu peux pas remonter là, n'importe où. Là. Dans le bleu, parce qu'il y a des courants. Je te dis, des courants qui glissent les uns sur les autres. Fait que quand tu vas explorer, il faut que tu reviennes au même endroit, puis là, tu remontes sur ta corde qui est reliée au bateau en haut, puis là, il faut t'arrêter à tes paliers de décompression avant de pouvoir sortir. Parce que si tu sors n'importe où dans le bleu, là, tu risques l'accident de décompression. Là. Tu sais, faire attention, ça aussi. Là. Donc, Langis Dubé, merci beaucoup d'être venu à l'émission. C'était vraiment très intéressant. Ouais. J'espère que tout le monde à la maison aussi a aimé. Si vous avez aimé, bien entendu, le roman Mes 369 plongées de l'Empress of Ireland est disponible, entre autres à la librairie Check ça d'Amqui et aussi à plein d'autres places ailleurs. Donc, encore une fois, Langis, merci beaucoup d'être venu à l'émission. Ben, ça m'a fait plaisir, Christophe. Merci.